Donc sans plus attendre, on va passer à la première séquence. Donc c'est ma chronique qui s'appelle le zapping. Donc en gros, le zapping, comme son nom l'indique, c'est une sélection des moments drôles ou des pires moments justement dans les médias de cette semaine. Et donc je vais vous les passer et on va réagir tous ensemble. Alors premier extrait, ça concerne une de mes émissions préférées qui s'appelle le Burger Quiz, bien sûr. Yes. Et justement, ils ont introduit dernièrement une variante de leur catégorie sel ou poivre, justement, et je vous la laisse découvrir parce que sinon je vous spoil. Les deux catégories du jour sont sales ou pauvres. Je vais vous montrer des personnes prises cet après-midi dans la rue et vous me dites si vous pensez qu'elles sont sales, pauvres ou les deux. Une bonne réponse à Miam, une mauvaise réponse, le Miam va à l'équipe adverse. C'est évidemment une connerie. Bien sûr qu'on va pas faire ça. Et bien sûr, heureusement, mais quand même, j'ai bien aimé la réaction des gens, genre oh mais c'est horrible, c'est vraiment des connards en fait. Ouais, alors. Ils étaient là, oh non, c'est horrible. Bon, on joue. On sent qu'ils étaient. C'est horrible, mais ça va être dur quand même. Il y avait quand même l'esprit Coubertin, quoi. Il y avait l'esprit, on va participer. C'était horrible, mais les 3 points quand même. Voilà, c'est ça. On veut nos miams, on veut partir avec le 4x4. Alors. La Jeep Cherokee. C'est encore la Jeep Chrysler. Le Chrysler, c'était le Chrysler Voyageur. Non, c'est pas ça. Petit Cruiser. Mais ça, c'était en 2000, la première époque. C'était la première version. Ouais. Maintenant, c'est Jeep Renegade, je crois. La Jeep Renegade. Oui, c'est bien. On a le droit de prononcer des noms de voitures comme ça. On a fait 3 modèles, je pense que ça va. Ouais. On n'a même pas de titre, donc je pense qu'on peut se permettre d'être monétisé, les gars. Juste dans le doute. Je pense qu'on va avoir le CSA sur le dos. Moi, je dis Renault 14, Peugeot 106, et normalement, là, on est bon. Magnifique. Alors la deuxième séquence, c'est une de mes émissions préférées sur le PAF. C'est un petit peu ces émissions complément d'enquête où ils suivent les pompiers pendant une soirée ou le SAMU, etc. sur des chaînes comme W9 ou NT1, toutes ces chaînes là. Les meilleures chaînes quoi. Hein. Les meilleures chaînes, les chaînes de après 22h. On est content de payer la redevance. Et donc là ça suivait je crois une ambulance et qui a récupéré un mec dans un sale état, et j'ai beaucoup aimé l'échange qu'ils ont eu avec la meuf de l'ambulance, justement. Je vous laisse découvrir ça. Qu'est-ce que vous avez mélangé? Du Subutex. Ouais. Alprazolam. Ah, vous avez pris Subutex et Alprazolam. Un tout petit peu d'héros. Ah, vous avez repris de l'héros là alors aujourd'hui. Ah ouais, bah voilà. Bah ouais, mais vous me le dites pas. Mais l'oxygène, ça vous remet les idées en place. Les jours de mon anniversaire. Oh, c'est mon anniversaire. Ah ouais. J'ai entendu Subutex à $3. Oui, ouais. Et alors Subutex, c'est un autre truc. C'est pas cher. Hein. Mais Moi, je vais faire la voix de l'innocence, mais je ne sais pas ce que c'est du Subutex. Vous pouvez m'expliquer? Personne ne sait. Alors, pour les auditeurs, Ouais, Monsieur Benazar, et la raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'il soit à nos côtés, Dans le micro, il dit. c'est parce que Monsieur Benazar a vécu 17 vies. à peu près. À peu près, Mmh. hein, il a tout vécu, il a goûté à toutes les drogues. Bien sûr, j'en ai créé moi-même. Hein. Et on en crée, Dans son labo. à base de moi. Voilà, on en est là. Et donc je lui laisse le soin d'expliquer à cet âme égarée qu'est Thomas ce que c'est que le Subutex. Alors, mon cher Thomas, le Subutex en fait est une substance pharmacologique qui est utilisée en sevrage de l'héroïne. Donc, comme vous avez pu l'entendre dans Magnifique. l'extrait juste là, le monsieur a pris à la fois ce médicament qui est donc censé compenser l'effet de manque lors d'une cure pour arrêter l'héroïne. Sauf qu'il a aussi pris l'héroïne, et là c'est cool. Oh, c'est con. Non, mais ça s'annule du coup, je pense. Voilà. C'est comme si tu prenais un... Tu t'éloignes de ton micro. Ah, je m'éloigne pardon, excusez-moi, je me rapproche. C'est comme si tu prenais un remède de grand-mère pour des cuvées avec un petit shot à côté. Mais c'est ça. C'est vodka Doliprane de Orelsan qui dit ça. C'est ça, C'est exactement plus ou moins, C'est comme quand tu fumes le patch. Merci. Alors, séquence suivante, c'est un extrait de l'émission Cauchemar en cuisine, la version française. Bon, même si la version anglaise originale, pour les connaisseurs, est nettement meilleure, hein, avec Gordon Ramsay. Hell Kitchen, yeah. Yeah. Quoique, attends, Jean-Pierre Coff avait fait un cauchemar en cuisine-like bien avant. Je tiens à le dire. Waouh. Il y a Jean-Pierre. eu un épisode. Ah. Oh, mais c'est un pilote, on dit. Non, c'est un pionnier.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est cette de la fois, merde. tu connais la version originale. For the Office, non, mais pour Cauchemar en cuisine, oui. On voit. Non, mais voilà, on a tous des. chacun, on est M6 ou on l'est pas, je veux dire. C'est ça. Alors saviez-vous que Maïté donc oui, et la version, donc là on part de la version française avec Philippe Etchebest, et Yes. donc moi j'aime beaucoup cette émission parce que en fait c'est un petit peu un voyage à travers la France. T'as un petit peu les cassos de la restauration, et là pour le coup c'est un couple qui sur sa carte a réinterprété le nom d'un plat pour justement mieux coller à la compréhension du client. Vous allez vous comprendre Compréhension. Oui. comprendre pendant l'extrait. Alors, il y a un truc qui m'intrigue, c'est le filet de rouget façon meunier. Oui, en fait, on sait pas faire la sauce meunière, donc du coup, on met façon meunier. Non mais j'hallucine, on me l'a jamais faite celle-là. On met façon, comme ça, les gens qui savent vraiment ce que c'est, ils peuvent pas nous dire qu'elle est pas bien faite, vu qu'on sait pas la faire. Il y a une logique quand même. Alors, si je puis me permettre, dans une de mes 17 vies, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai eu un restaurant. J'ai tenu des Le restaurants. Fouquet m'appartenait, j'ai dit ça. Et non, alors par contre, je n'étais pas en cuisine, mais c'est vrai que quand un cuistot ne sait pas faire quelque chose, il y a toujours un moyen de se réapproprier le truc. Alors là, façon meunier, j'aime bien la masculinisation du truc. Tu vois, c'est pas meunier, donc je suis pas sûr qu'on est sur le même concept. Et ouais, non, j'ai jamais vu ça réellement à ce point-là, quoi. Ouais, il y a pas d'écriture inclusive en C'est, tout cas dans le délire. Déjà, non, et c'est assez intéressant, mais les gens n'ont honte de rien, donc. C'est façon, on s'approprie. Et puis ça avait l'air vachement logique dit comme ça en fait. Quand tu l'écoutes, il y a une certaine logique en fait finalement dans la connerie quand Ah, même. mais c'est construit, c'est ouais. L'argumentaire est construit, ouais, c'est sûr. C'est En tout cas, Alors. Oh, pardon, excuse-moi. en tout cas, c'est le déconfinement. Hein, Oui. c'est l'été, les gens recommencent à sortir, à se fréquenter, à se frotter malgré les mesures de distanciation sociale, etc. Et donc forcément, à un moment donné, ça va reniquer. Enfin, ça a même commencé à reniquer, je pense. Et donc du coup, dans les émissions, les rubriques sexo reviennent au goût du jour puisque en fait, c'est l'été, les beaux jours et les gens vont se désinhiber. Et il y a des petits, j'ai récolté 2-3 conseils sexo que j'ai sur lequel je suis tombé pendant mon zapping, ma veille, etc. Et c'est assez marrant et je vais vous demander si vous êtes d'accord avec les conseils sexo du PAF. C'est vraiment une lecture salvatrice pour cet été, puisqu'on y apprend qu'il faudrait intégrer l'orgasme dans nos gestes santé au quotidien avec un orgasme par jour, de préférence avant 10h du matin. Sachant que j'ai du mal à déjeuner certains matins. Mais c'est ça. C'est avant 10h du matin. Alors, il y a des gens qui se sont pas levés à cette heure-là. On fait comment ? Oui. Oui. Non, sérieusement. Je sais pas. Tu t'en fais une petite dans le Mais train. l'orgasme appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Oui, c'est vrai. Et après, ça suivant le corps de métier, tu vois. T'es livreur, hop, dans le camion. Puis alors, après, un par jour, c'est un. Je veux dire, moi, pendant le confinement, c'était par heure, quoi. Il faut passer le temps à un moment. Donc, ouais, Moi j'ai une question parce qu'elle dit ça comme une ordonnance vraiment de médecin, mais du coup, est-ce que c'est remboursé par la Sécu ? Ça, c'est une vraie question qui se pose. Alors, je pense que c'est remboursé si c'est fait par un pharmacien. Est-ce qu'il y a une mutuelle Oui, et je pense qu'il voilà. Alors, moi qui ai la CMU. À quel moment ? Alors, second conseil sexto plutôt. Et là, c'était dans l'émission, je crois, de Michel Simès, etc. Et il y avait un petit conseil contre l'impuissance. Je vous laisse découvrir le conseil en question. On a une question de Charles. Après l'amour, je bois 3 tasses de café Cérès, ce qui me permet souvent de pouvoir éjaculer à nouveau. Est-ce vraiment lié ? Apparemment, il y a des données qui montrent une relation entre la prise de café et la production de spermatozoïdes. Donc voilà les gars, c'est gratuit, c'est la médecine qui le dit. Alors la médecine, on est d'accord que c'est quand même un milieu assez large, que tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, moi qui ne bois absolument pas de café, oui, moi non plus. Je peux vous prouver. Moi je suis au thé, moi. Voilà, c'est ça. Je peux vous prouver que ça n'a rien à voir. Je me pose la question sinon quand même. Donc on enchaîne avec je sais pas si vous avez un petit peu vu dans les actualités, un petit peu partout il y a des mesures de reconfinement un petit peu par-ci, un petit peu partout, notamment je crois en Allemagne, au Portugal, aux États-Unis il y a l'État du Texas qui se reconfine.
Et également, en Amérique du Sud, il y a l'épidémie qui est en boom, notamment au Brésil. Oui. Et justement, j'ai essayé de savoir quelles seraient les causes. Est-ce que ce serait une mauvaise gestion du gouvernement ou autre, etc. Et du coup, j'ai trouvé la réponse en fait. Et pendant ce temps au Brésil, alors que depuis le début de la pandémie, le président Jair Bolsonaro ne cesse de minimiser la crise sanitaire, la justice a tranché. Le président d'extrême droite est désormais tenu de porter un masque dans tous les lieux publics sous peine d'une amende de 340 €. Cette décision s'applique également à l'ensemble de ses collaborateurs. C'est-à-dire que même le gouvernement s'en bat les couilles. Donc Oui, alors on va pas partir dans une polémique. Je pense pas que ça soit le seul gouvernement qui s'en batte un peu. Mais c'est-à-dire en termes de, au moins en fait, il faisait semblant de montrer l'exemple un petit peu, tu vois. Oui. Et là, du coup, je trouve que aussi bien aux États-Unis, parce que comme c'est le cas qu'au Brésil, tu vois, ils sont assez en mode les gars, faites un peu vos vies quoi, et puis on se retrouve à la sortie quoi. Ah mais complètement. Si on a suivi un petit peu l'actualité du Brésil pendant nous qu'on était en confinement, c'était assez folklore. On avait un Bolsonaro qui est toujours plus humble et plus pur. Était là. Moi je sais, rien à faire, ça passera pas chez nous, on a la forêt amazonienne qui protège, tout ça. On a des mecs avec des sarbacanes qui tirent sur le virus. On est tranquille. Donc ouais, non, c'est... D'ailleurs, c'est passé le deuxième pays avec le plus de contamination, pas mal de décès aussi. C'est assez... c'est chaud. Et donc, en restant sur le confinement, vous avez sûrement suivi que les enfants reviennent à l'école. C'est-à-dire pour 2 semaines. Là, il reste 1 semaine. Et donc, et en fait, je suis tombé un petit peu sur des reportages qui décrivaient un petit peu comment ça se passait, justement, pendant les cours. Et je me demande si c'était peut-être pas mieux qu'ils restent à la maison, si c'était peut-être pas plus tranquille à la maison, parce que vu l'ambiance, je sais pas si c'est vraiment, si c'est pas un petit peu anxiogène pour des enfants. Voilà, je vous laisse découvrir l'extrait. Quand on entend confinement, on vient au tableau, on met les mains sur la tête. C'est un petit peu une garde à vin, tu vois. C'est clair. Ah ouais. Mais on dirait que la meuf a pris du Subutex. Et le pire, c'est l'extrait d'après. C'est toujours la même classe. Une maison sur 2 roues tirée par une voiture. Non, là, doucement. Là, venez, la main sur la tête. Serrez-vous. Va au fond. La main sur la tête. Je suis avec vous. Adam, la main sur la tête. Les mains sur la tête, Avril, voilà. On dirait une prise d'otage, quoi. C'est que le coronavirus, c'est pas... On peut avoir le contexte, parce que là... à part le son, franchement... ça fait peur. En fait, parce qu'il y avait le reportage, etc. Et là, il y a une alarme qui s'est déclenchée. D'accord. Et du coup, en fait, apparemment, il y a des procédures... des procédures, des déplacements, etc. Mais en fait, dans le cas du coronavirus, c'est pas une attaque terroriste, quoi. Ça reste un virus et tu prends des précautions. Et... Enfin, là, c'est vrai que la bande son, j'avais l'impression que c'était une version France 3, c'est un remake de Bowling for Columbine. Mais de façon Louis la Brocante, c'était horrible. On n'écoute plus des trucs comme ça, s'il vous plaît. Donc on reste un petit peu dans, justement, on reste dans le coronavirus, et on va parler du professeur Didier Raoult, qui est un petit peu en train de faire il a sorti son livre, il est en train un peu de faire son tour de presse, et il était chez Jean-Jacques Bourdin cette semaine. Et donc du coup 2 grandes gueules face à face, forcément ça va clasher, et Didier Raoult a été à la hauteur de nos espérances en termes de points. Je vous laisse écouter un petit peu. Mais vous avez dit, si on n'avait pas peur, on aurait eu 2 fois moins de morts. C'est ce que vous avez dit. Si on m'avait écouté, on aurait eu 2 fois moins de morts. Est-ce de la fanfaronnade, ça? Je sais pas si j'ai dit ça, je crois pas avoir dit ça. Si. Et là, c'était que le début. Ils commencent à se connaître, à faire connaissance, etc. Et après, par contre, ça s'enchaîne. Ça, je suis extrêmement populaire. Mais je savais pas comment les choses ça n'a rien à voir, ça. Si. Donc, vous croyez que les gens... Vous croyez que les gens... C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon. C'est pas vous qui soignez. Non, vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie. Moi, je suis pas... Vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Non, alors calmez-vous. Non, mais Didier D'accord, non, écoutez, calmez-vous. Non, mais donc, m'expliquez pas la médecine. Je le trouve extraordinaire de confiance, ce mec-là.
Après, il y a du bon, du mauvais, mais tu vois, c'est la posture à chaque fois qui me fait marrer en fait. Après, moi, franchement, je veux bien faire sa première partie parce qu'il a des punchlines, il a des punchlines de ouf, sérieux. Il se démonte pas, c'est assez cool. Après, on a des avis pour, contre, etc. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas là nous pour débattre, on va juste rigoler parce que sinon on va se foutre sur la gueule avant la fin de l'émission. Mais non, sérieusement, c'est un peu violent, mais bon, ça fait le buzz. Bah, tu parles de punchline justement, il y a un petit, il a fait je sais pas si c'est une conférence de presse, etc. Mais en tout cas, il y a un recueil de ses meilleurs punchlines pendant son. Et là, c'est assez. Bon, je voulais juger un petit peu. Il n'y a que moi qui, dans le pays, savais. Je suis un bon observateur. Alors, je vois les choses là où les gens ne le voient pas. Je suis un très bon méthodologiste. Je suis un grand scientifique. Je sais ce qui est un essai. Et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de référence médicaux. Il a un peu le melon quand même, des fois, sur certains. Après, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est la manière un petit peu de. Oui, Et bon, mais par contre, il a ses défenseurs et un de ses défenseurs, j'étais très étonné que ce soit lui qui prenne sa défense puisqu'il est pas réputé pour ça. C'est Pascal Praud. De CNews, etc. Ça m'étonne pas. Qui a pris sa défense et justement pendant sa défense, il s'est fait un petit peu rétamer la gueule par ses potes en plateau. Donc vous allez voir. Il a utilisé les flèches. Il a du charisme. Il parle clair. Oui. Il parle au plus près de ce qu'il pense lui. Il dit, il y a une forme de modestie en même temps. Il sait ce qu'il est. Alors, Pascal, on peut pas. Ah, on était au PMU là. Pascal, arrête tes conneries, c'est l'amicale des chasseurs, quoi. Non, mais en fait, c'est très drôle, c'est que Pascal Praud représente, je crois, une grosse partie de la population de gens qui sont contents d'avoir un Raoult. C'est parce que lui, il sait, parce qu'il a dit qu'il savait, du coup, on n'a plus besoin de réfléchir. Ouais. Donc, c'est un petit Pascal Praud, je crois, il est bien pour ça. C'est un peu mon nouveau préféré, je crois. Alors, il y a je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une sorte de. Il y a une news qui fait un petit peu l'actualité. Alors, je sais pas si vous connaissez Pierre-Jean Chalençon. Oui. Pierre-Jean Chalençon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un décorateur. Ah oui. Et qui, c'est le mec de l'émission de l'après-midi. C'est la version oui, je Michel Polnareff. Voilà, sur M6 qui s'appelle. Je ne sais plus comment s'appelle cette émission. J'ai pas la télé, mais je vois ça. Affaire conclue. Et donc, il s'est fait épingler, le cœur de l'actualité, puisque il s'est fait épingler. En fait, il y a une photo de lui avec Dieudonné. C'est ça commence bien. Qui est ressorti. Alors en soi, on peut ne pas être d'accord avec les opinions de Dieudonné, etc. Mais après, on est dans un pays, on est en France et chacun fait ce qu'il veut. Tu prends une photo avec qui tu veux. C'est clair. Mais du coup, en fait, il a terminé chez Morandini. Pas la meilleure personne pour faire un jugement. Oh, la morale, bonjour, je suis Morandini. Et donc, pour donner des explications quant à cette fameuse photo qui a surgi sur Internet, qui est remontée sur Internet, etc. Et il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, le pauvre, il est au cœur d'une polémique, d'une sauce, et c'est un petit peu un drame, un effondrement en 4 parties. Alors, première partie. Oh là là. Photo qui est avec Dieudonné, et on a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en phase? Et pourquoi vous faites une photo avec Dieudonné? Je partage absolument pas les photos de Dieudonné. Les idées, je partage absolument rien du tout avec Dieudonné. Ça s'est passé que vendredi, j'ai fait Les Enfants de la télévision avec Laurent Ruquier et il y avait Elie Semoun. Je vais à un anniversaire où il y avait plein de gens et je le vois, qui me voit, il me dit putain je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Et je dis c'est drôle, on a fait des photos hier avec Elie et il m'a demandé de faire une photo. Et j'ai fait une photo comme j'en fais des dizaines tous les jours et j'ai pas vu à mal vraiment. Mais vous dites pas que vous lui apportez une caution en faisant une photo avec... Honnêtement, j'ai pas réfléchi. J'ai fait une connerie, je l'assume. J'ai fait une connerie, vous le dites. Totalement, j'ai fait une connerie. Vous avez fait une connerie. Et moi, je comprends pas pourquoi Dieudonné a fait une photo avec ce mec. Surtout. Je pense qu'il voulait remuer la merde. Et aussi, le mec, je sais pas. Enfin, moi, je pense que je trouve que c'est une mauvaise idée de dire tiens, Dieudonné, tiens, j'ai vu ton pote Elie. Sachant qu'ils sont un petit peu, je sais pas s'ils sont dans les meilleurs des termes maintenant. Alors, je les connais pas personnellement, mais d'après ce qu'on peut voir, ils sont copains, pas copains, copains, pas copains. Ouais. Ça reste une, oui, enfin, ils ont partagé plein de choses. S'il y a un DVD de rétrospectif qui sort, c'est ça, c'est une histoire de droit. Mais après, Chalençon, il a le droit de faire des photos avec ce mec, peu importe.
Dieudonné, moi, j'ai un passif avec Dieudonné. On t'entend pas, faut que tu parles dans le micro, je suis J'ai désolé. un passif avec Dieudonné. Vie numéro 4. Alors, c'est pas... Non, un passif. Non, mais ce que je veux dire par là... Vous avez fait une connerie, Non, monsieur. j'ai fait une connerie. Je suis pas antisémite. J'ai fait une connerie. Non, c'est que c'est quelqu'un que j'ai défendu, en fait, pour le droit d'expression pendant des années, au départ. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que, pas que j'avais eu tort à la base, mais le mec pouvait être très drôle, mais qu'au bout d'un moment, il était plus défendable, quoi. Oui, mais ça, d'un point de vue personnel. Moi, je suis très fan de Dieudonné en termes de ses spectacles, etc. Je suis allé voir une fois en spectacle et tout. Mais par contre, après, certaines de ses opinions, je rejoins pas. Mais par contre, ouais, l'artiste, D'ailleurs, je pense que cette émission que l'on fait là sera la dernière. Voilà, c'est ça, parce que dans une semaine, on est chez Morandini à pleurer. Et après, on est chez CNews en train de faire des excuses à Pascal Pro. Voilà. Et la deuxième partie de ce drame en 4 parties, donc 2 sur 4, la suite du débat. Vous savez, le nombre de gens qui me demandent en photo et que je sais absolument pas qui c'est, si le nombre de gens du milieu artistique, de la télévision, qui font des photos avec des gens dont on ne sait absolument pas qui ils sont, regardez mon ami Jean-Luc Reichmann qui a fait des photos aussi avec enfin il y a eu aussi, comment ça s'appelle, Omar Sy qui a fait des photos avec Weinstein. Bon bah là, moi je savais pas qui. Enfin, Dieudonné, on sait qui c'est quand même. Bien sûr, mais honnêtement, c'était par rapport à Élie que j'avais vu la veille, et en plus. Ce monsieur me dit, Dieudonné me dit, le nom, me dit, j'aimerais faire une photo. On peut faire une photo. Je dis bien sûr. Enfin, moi, j'ai pas réalisé. J'étais dans une. Voilà. Il est quand même, il se noie dans son propre vomi un peu. Oui, on sent qu'il essaie de trouver. Mais il n'y a pas la fin de la phrase, on est d'accord là. Oui, moi, franchement, j'attends réellement la suite. Je veux savoir qui a pris une photo avec Jean-Luc Reichmann. Attends, non, mais parce que c'est le gars des 12 coups de minuit qui a gagné plein d'émissions, etc. Et en fait, il avait été, ils ont découvert que c'était un pédophile. 12 coups de minuit, c'est pas la même émission. De midi, pardon. De minuit, c'est le journal du Hard de C'est un France. peu ça, oui. De Arte. Et on s'est aperçu, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. On s'est aperçu que ce mec-là, et en fait, c'était un pédophile. Ah oui. Donc du coup, il avait gagné un des grands gagnants. Un des grands gagnants des 12 coups de midi, en fait. Merde, ok, d'accord. Donc voilà, enfin tu peux. Oui. C'est pas de ta faute, en fait, tu savais pas. Mais lui, il dit que j'ai fait une photo avec à Dieudonné en lui disant que c'était pour Élie. J'avais vu Élie la veille, mais après il dit que je sais pas qui c'est, en fait. Ouais, non mais et puis non mais de toute façon la frise chronologique elle est pas cohérente. Tu compares pas Reichmann qui a fait des photos d'abord avec un mec avant qu'on découvre qu'il aimait bien les enfants, alors que Dieudonné, là, ça fait un moment qu'on sait qui il est. Oui, non, mais en fait, son argument, il tient dans le sens où il dit tu peux prendre des photos avec quelqu'un, tu sais pas qui c'est, et peut-être qu'il se trouve que c'est un enculé, ok, mais pour lui, ça marche pas, puisque c'est quelqu'un de connu, en fait. Donc, en fait, il donne un bon argument pour les autres, mais pas du tout pour se défendre. Ouais, carrément. Alors, la troisième partie, c'est que, en fait, avec cet esprit, on va se rendre compte un petit peu que c'est un petit peu deux poids deux mesures. En fait, t'as pas le droit de faire une photo. Enfin, on te reproche de faire une photo avec Dieudonné, mais par contre, le reste de tes actes, c'est pas, ça va, ça passe. Vous allez voir de quoi je parle. Mais vous dites, j'étais à un anniversaire. Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Parce que en fait, vous savez, moi, j'aime l'histoire, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire de France, et pour moi, Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Ce type-là, il a plus de mandat, il a plus rien, il a 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je vais pas le rencontrer dans 5 ans. Vous prenez une photo avec un antisémite, mais par contre, après... Alors, moi, j'ai envie de défendre Monsieur Chalençon. Je crois qu'il faut aller à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Hein. Et la carrière de Jean-Marie... C'est vrai que c'est un grand historien. Hein. Il a lu tous les bouquins... qui l'intéressait en tout cas. Donc ouais non, c'est une excuse formidablement foireuse en fait. Oui. Le mec continue à s'enfoncer. Et donc à partir de là c'est le dernier acte, et là c'est l'effondrement. Là, clairement, vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu des spectacles de Dieudonné, etc. Je vous mets dans la sauce, je tombe pas tout seul. Mais en fait, il a des personnages en fait où en fait il anticipe un peu le fait que en fait tous les gens qui l'approchent se font accuser d'antisémitisme et essaient de s'en sortir, tu vois. Et en fait là, on est vraiment dans l'exemple qui rentre vraiment dans le même axe que ses sketchs. Et en fait le mec, en essayant de se défendre, on voit qu'en fait il se débat et il dit n'importe quoi, vraiment.
c'est horrible. Enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l'homophobie, il y a un moment faut arrêter quoi, c'est très méchant. Oh, il a sorti toutes les cartes du Uno. Ah oui, c'est ça. Oh, il s'enfonce. Alors, je suis quand même triste pour ce. Oui, mais mais d'en arriver là, en fait, c'est triste, en fait. Bah, c'est ça. Non, parce que ça, c'est à la télé, là, on est d'accord. Ah oui, c'est chez Morandi. Ouais, chez Morandi. Chez Morandi. C'est pas l'avocat du diable, c'est le diable direct. T'es là. Non, sérieusement. Ah, merde. C'est chaud, quoi. Non, c'est très, et très ça chaud. me fait vachement penser, en fait, quand il dit oui, je suis une mezouza, machin, etc. Ça me fait vachement penser à cet extrait qui avait fait le buzz un petit peu, qui était devenu viral, du mec qui se justifie qui dit je suis pas raciste parce que. Ouais. La France, je la connais très très peu, donc il vient me dire raciste à moi. Je t'explique, hein, j'ai une dent de requin qui vient de Madagascar autour de moi. Puis bon, j'ai même pas à me justifier. Puis là, je mange dans un kebab pakistanais, tu vois, donc je suis vachement raciste. Attention, hein. Waouh. J'avais vu passer celle-là. C'est le niveau Morano là. La Vidor, ouais, c'est la Vidor. Est-ce que c'est une dent tchadienne aussi? J'ai une dent de malien sur moi. Ah ouais, c'est un classique. Je suis pas raciste, mais ouais, je suis pas. Mais oui, mais je suis pas raciste, j'adore le Cosby Show, je suis pas raciste, mon chien est noir, ça va. En tout cas, en conclusion de ça, Pierre-Jean Chalençon, il a d'un commun accord avec sa production démissionné de l'émission Affaires conclues. Donc ça a pris des proportions, etc. Alors, j'avais pas commencé. Donc on lui souhaite quand même pas un bon rétablissement, mais que ça se passe bien. Aussi, quand même. Que ça se passe bien, parce que c'est dommage d'en arriver là. Après, peu importe, etc. Le gars, on a quand même de l'empathie pour lui, mais c'est quand même un bel exemple d'un peu de l'hypocrisie des médias face suivant. Oui. Donc voilà. Donc pour terminer cette chronique, on va parler de sport un petit peu, un sujet un petit peu plus léger. Oui. Là, le sport, la Ligue 1 reprend le 11 juillet, les stades vont recommencer à se remplir, etc. Et donc du coup, comme un petit peu à l'instar du reste de l'Europe, les compétitions elles vont se jouer à huis clos ou avec très peu de public. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, comme lors de la demi-finale ou du quart de finale de la Ligue des Champions de Paris Dortmund, on entendait justement les réactions, les échanges entre les joueurs, etc., quand ça criait, etc., puisqu'il n'y avait pas de bruit dans le stade. Et donc, du coup, justement, tous ces bruits-là, toutes ces conversations qu'on ne pouvait pas entendre quand il y a du public, on va commencer à les entendre pendant la compétition et ça va donner lieu à des échanges assez marrants, comme cet exemple-là, c'est Benoît Paire, le joueur le tennisman, qui est assez connu pour pas mal de sorties, etc. Pas mal de buzz. Et en fait, il était en compétition l'UTS il y a quelques jours, une compétition de tennis, et en fait, il a manqué un point. Et lorsqu'il a manqué un point, il a commencé à râler. Et vu qu'il n'y a pas de public et que c'est sous micro, sa réaction elle est assez marrante. Et on va conclure la chronique avec ça. Toute ma vie, j'aurai un manque de chatte. Toute ma vie, j'ai un manque de chatte. Ah mais c'est génial parce que il commence la phrase hyper normale et c'est vraiment sur chatte. Toute ma vie, j'ai un manque de chatte. Alors, je pense qu'on devrait leur mettre des micro-cravates quand même. Ça pourrait être vachement plus intéressant que les bruits ambiants. Ouais, grave. Et j'ai vraiment hâte du coup que la Ligue 1 reprenne, quoi. Parce que là, du coup, festival, quoi. Alors, moi qui suis pas le foot, je pourrais peut-être y jeter un œil à ce moment-là. Ou à la radio. Peut-être t'intéresser à ce moment-là. Ouais, mais juste en radio, tu vois. J'adore comment tu l'as écrit, un manque de chat. Manque de chatte pour me rappeler, quoi. Point IFF.